était une fois une banque, née des cendres du crédit pour l'agriculture, l'industrie et le commerce. Cette banque, c'est LCB Bank. Un partenaire dévoué au service du particulier, des professionnels et des entreprises. Dynamique au sein du marché bancaire congolais par le financement de plusieurs projets, la concrétisation de nombreux rêves. Grâce à l'arrivée de Bank of Africa, un groupe bancaire panafricain implanté dans 19 pays de l'Afrique subsaharienne, LCB Bank bénéficie d'une nouvelle organisation, des nouveaux produits adaptés à tous les segments de sa clientèle, l'élargissement et la rénovation de ses espaces de vente, offrant un cadre idéal et accueillant, permettant d'effectuer en toute sécurité diverses opérations, étant assuré d'un service de qualité. LCB Bank devient Bank of Africa Congo, une nouvelle aventure africaine orientée vers un avenir radieux, rassurant et prospère. Bank of Africa, la force d'un groupe, la proximité d'un partenaire. Votre magazine Vox Business vous est offert par Bank of Africa Congo. Bank of Africa, la force d'un groupe, la proximité d'un partenaire. NC Assurance, l'assureur officiel du magazine Vox Business. L'économie numérique transforme les modèles traditionnels, stimule l'innovation et redéfinit la croissance mondiale. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Vox TV et c'est votre magazine économique Vox Business. Bonsoir. Notre invité ce soir répond au nom de Luc Missidimbazi, promoteur d'Oziane, le salon international de la tech et de l'innovation en Afrique centrale, président du FASUS et surtout conseiller chef de département télécom et numérique du Premier ministre. Monsieur Luc Missidimbazi, bonsoir. Bonsoir Madame Fred. Merci de répondre présent à cette invitation. Merci de m'avoir invité. Vous êtes le promoteur du salon Oziane, le plus grand salon, on va dire, au niveau de la sous-région, en ce qui concerne le numérique. Et aujourd'hui, vous êtes à votre 9e édition. Qu'est-ce que Oziane nous réserve cette année? Bon, plus grand salon, c'est être prétentieux. Je pense qu'il y a d'autres choses qui se passent dans d'autres pays de la sous-région. Mais c'est vrai que c'est un salon qui devient aujourd'hui un salon indispensable pour les acteurs du numérique, pour les utilisateurs, les entreprises, les institutions. Et nous sommes très contents de tenir 9 ans. 9 ans, c'est pas rien, c'est quand même beaucoup de travail, beaucoup d'expérience et aussi une maturité du salon. Cette année, elle est assez particulière parce que déjà le thème que nous choisissons, c'est transformer nos défis en opportunités. Et il est baptisé Bongwana, Bongwana qui veut dire transformation en lingala, qui permettra et aux entreprises de pouvoir aujourd'hui bénéficier de toutes les opportunités technologiques qui se présentent à elles pour pouvoir devenir meilleures, compétitives. D'autre part, aux jeunes de pouvoir saisir le défi de l'emploi, le défi de l'entrepreneuriat. Il y a tellement de défis aujourd'hui pour le développement, pour une croissance efficiente, durable, que les technologies peuvent permettre de transformer ces défis en opportunités. Et c'est la ligne directrice de l'édition 2025, avec aussi un élément qui est très important. Nous avons parlé de l'investissement, pas seulement du financement. On a beaucoup parlé de financement, on a levé des fonds publics et tout, mais l'investissement, c'est comment les gens qui ont des capitaux, qui ont un besoin de placement, vont pouvoir se servir des acteurs de la tech, de nos projets, des startups, des porteurs de projets, pour pouvoir investir. Et nous faisons venir effectivement plusieurs investisseurs étrangers, comme on a l'habitude de le faire, pour venir traiter de ces sujets. Donc c'est la particularité, et nous aurons toujours notre challenge startup, challenge Oziane, qui sera aussi au rendez-vous. Merci Monsieur Luc. Dans votre rôle de promoteur du salon Oziane, vous êtes dans la sensibilisation aux technologies de l'information et de la communication. En ce qui concerne le FASUS, quelles sont vos missions? Alors, le FASUS, c'est le Fonds d'accès aux services universels des communications électroniques. Donc, c'est un fonds qui avait été mis en place par le gouvernement congolais pour faciliter la connectivité dans les zones reculées, les zones rurales, où les opérateurs
ne vont pas systématiquement parce que économiquement souvent pas rentables. Et donc ça permet aujourd'hui de pouvoir connecter des villes, des villages où il y a des populations, 2000, 3000, 4000 habitants. Et donc ce fonds permet aujourd'hui d'apporter en plus de la connectivité des services multimédia dans les écoles, dans les universités. Nous comptons plus de 126, ça fait 3 ans que le fonds est opérationnel. Il était présidé par le ministre des Postes et des Télécommunications, que je salue d'ailleurs au passage. Et ils ont fait un travail remarquable, puisque avec l'aide de l'organe de gestion, qui est l'Agence de régulation des postes et communications électroniques, on a couvert plus de 130 localités. Parce qu'il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas Internet. Et c'est ce que aujourd'hui le FASUS fait. Et cette année, on a encore plus de grandes ambitions de pouvoir en faire un peu plus de 50 pour monter, atteindre au moins les 200 les localités où il n'y avait pas de connectivité, où il n'y avait pas de télécommunication, il n'y avait pas le téléphone. Et ça, c'est quelque chose, c'est la mission du FASUS. Et nous avons eu aussi à mettre en place des salles multimédia pour la formation de nos jeunes dans les établissements. Et nous avons, avec l'appui de la Banque mondiale, un financement complémentaire qui permet d'apporter des technologies nouvelles avec plus de débit, plus de services. Donc nous réfléchirons, et d'ailleurs à Océane aussi, une table ronde avec tous les fonds de services universels africains et francophones, surtout francophones, pour voir comment on peut apporter des financements mais nouveaux pour faciliter l'augmentation de la collectivité. Il faut saluer le travail que l'Agence de régulation des postes et communications ainsi que le ministère ont mené jusqu'à présent. Et puis, il y a encore d'autres choses à faire, on ira de l'avant. Vous l'aurez compris, Monsieur Luc Missidimbazi, ce numéro est consacré au secteur du numérique, sinon de l'économie numérique. Donc, je vous propose de suivre cet élément réalisé par l'équipe de production de Vox TV et revenir tout juste après pour en parler. Parfait. Les avancées du secteur numérique, principalement chez nous au MEPEPSA, sont telles que les inscriptions qui hier se faisaient sur papier de l'école vers la DEC se sont simplifiées. C'est un bon secteur. Si au Congo on peut la mettre en pratique, ça serait avantageux pour tout le monde. Ça permettrait que, par exemple, au niveau de la fonction publique, on puisse numériser tous les dossiers, par exemple, d'avancement. Au lieu que ça fasse 2 ans, 3 ans dans le circuit, on a rien de temps, on peut avoir son avancement. Ça serait vraiment profitable aux Congolais. Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'économie numérique? Non. L'économie numérique apporte beaucoup vraiment dans notre pays. Avec ses différents aspects, apporte beaucoup vraiment à la population. Le concept semble encore nouveau pour de nombreux Congolais que nous avons rencontrés. Les réactions sont entre méconnaissance et surprise. Pourtant, ce secteur est devenu une pierre angulaire du développement économique mondial et le Congo ne fait pas exception. Aujourd'hui, le numérique est bien plus qu'une simple tendance. Il représente le socle d'une transformation économique et sociale profonde, un levier pour l'innovation, la création d'emplois et une clé essentielle pour le développement du pays. En République du Congo, le secteur du numérique est largement dominé par les géants de la téléphonie mobile. Entre 2023 et 2024, avec 5,8 millions d'abonnés, le pays affiche un taux de connectivité de 103% pour la téléphonie mobile et 59,7% pour l'Internet mobile, se positionnant ainsi parmi les marchés les plus dynamiques d'Afrique centrale. Le numérique a un impact considérable sur l'économie congolaise. En 2023, la téléphonie mobile a généré d'importants revenus, 56,8 milliards de francs CFA, dont plus de 40 milliards générés par la 4G. Le marché des services reste très dynamique avec notamment les transactions mobiles qui ont atteint plus de 238 milliards de francs CFA en janvier 2024. Dans ce pays, en pleine mutation, une nouvelle génération d'entrepreneurs émerge. Ces jeunes visionnaires redéfinissent les usages et trouvent des solutions adaptées aux réalités locales. Pour eux, le numérique est un outil de transformation. On a mis en place un hub d'innovation numérique qui pour nous est une social room.cg, on a appelé ça comme ça. Et donc dans la social room, ce que nous faisons, c'est que nous faisons de la conception
on fait du développement, on fait de la promotion et de la commercialisation des produits numériques ou projets numériques. C'est ce que nous faisons concrètement. Mais c'est plutôt un espace où on retrouve des compétences variées qui travaillent sur 4 pôles. Donc, vous avez un pôle sur tout ce qui est conception des projets numériques. Et donc là, ce sont des projets numériques de l'entreprise ou encore des externes qui peuvent venir donc nous consulter pour qu'on puisse concevoir leur projet. Donc, vous pouvez juste venir avec une idée et nous, on fait de la conception en interne. Ça va faire quasiment 11 ans aujourd'hui que je suis dans le milieu du digital. Après l'obtention de mes diplômes, mon cursus universitaire, j'ai compris assez rapidement qu'il fallait que je switch et que je m'intéresse au digital. Pourquoi? Parce que je remarquais qu'il y avait beaucoup de choses qui manquaient en gros. J'ai commencé le community management. Après, je me suis informé qu'est-ce que c'est. Je me suis formé. Après cela, j'ai appris d'autres compétences, d'où la création de contenu, la stratégie. Alors, Lopango, c'est une jeune entreprise que l'on a mis en place depuis quelques années. On travaille sur le fait de pouvoir offrir Internet gratuitement dans plein d'endroits dans la ville. Aujourd'hui, pour nous, le but étant de connecter minimum d'ici la fin de 2025 une cinquantaine d'endroits dans Brazzaville et une cinquantaine d'endroits dans Pointe-Noire et ensuite se développer dans le reste du pays. Là où ça devient intéressant, c'est qu'aujourd'hui, vous remarquerez que les entreprises étrangères, ça va être Facebook, Google ou les autres pour ne pas les citer, ont beaucoup plus de données sur les entreprises africaines que les entreprises africaines elles-mêmes. Et nous, c'est sur ça que nous nous basons. Nous voulons justement rendre aux entreprises africaines la souveraineté, d'une certaine manière, de leurs propres données, en faisant en sorte qu'aujourd'hui, une petite pâtisserie ou un salon de coiffure ou un supermarché de Brazzaville sache exactement combien de personnes passent dans ces murs, mais aussi, au-delà de ça, comprennent comment utiliser les données pour pouvoir prendre des décisions. Dans le cadre de l'économie numérique, vous savez qu'on est l'un des rares pays où on a mis beaucoup d'argent, par exemple, dans le financement de nos infrastructures numériques. Donc, ce qui est une très bonne chose, qui vont donc permettre à les acteurs de travailler avec des outils qu'il faut. Moi, ça fait 11 ans que je vis de ça. Ça fait vraiment 11 ans que je vis de ça. C'est-à-dire que du 1er janvier au 31 décembre, toutes mes factures sont payées par le numérique. Aujourd'hui, au Congo, on arrive à en vivre. Mais pas comme on voudrait, mais on arrive à en vivre. Internet, moi, j'ai vu comment Internet pouvait changer le monde. Il a changé mon monde à moi et je sais qu'il pourrait changer le monde de toutes les personnes qui savent comment exploiter Internet pour apprendre, pour se développer et pour créer des choses. Toutefois, les défis subsistent. Manque de formation adaptée et de compétences qualifiées, ce qui freine le développement des activités de ces acteurs, limitant ainsi leur croissance et leur capacité d'innovation dans un secteur en constante évolution. La plupart des gens ils pensent que le numérique, ça se limite à utiliser WhatsApp, Facebook, or que c'est beaucoup plus grand que ça. Pour pouvoir créer des entreprises qui vont être viables, il vous faut avoir des compétences locales. On n'a pas encore assez d'écoles qui forment aussi assez dans ces métiers-là. Ça peut paraître un peu complexe pour trouver de la ressource nécessaire qui peut justement vous permettre de résoudre l'ensemble des problématiques que vous rencontrez au quotidien dans le cadre du développement des services. Vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont faire du community management, beaucoup de personnes qui vont faire du social media management, mais très peu de personnes qui vont être véritablement outillées pour pouvoir aider à lancer un vrai service dans le digital. Au-delà de la formation, le développement du business, du numérique est confronté à un manque d'accompagnement des startups. Et lorsqu'il y a cette grosse pression en termes d'impôts et de taxes, malheureusement, vous n'avez pas le temps de vous développer, sachant que la plupart du temps, les entreprises locales ne sont pas financées par les banques, surtout lorsqu'on parle du numérique. Lorsqu'on parle du numérique, il est extrêmement rare que vous soyez financé par les banques. Généralement, elles ne savent même pas de quoi vous parlez. Moi, je suis allé voir les banques. Elles ne savent pas de quoi je parle lorsque je parle de marketing analytique. C'est un domaine qui ne manque pas de contraintes, mais on crée les conditions pour les surpasser, puisqu'on a choisi de mener cette vie d'entrepreneur. Et donc, du coup, on est plutôt juste en mode solution au lieu de s'attarder sur des problèmes. Une banque, c'est simple.
j'ai 2 tomates, je vais les planter, je vais en avoir 10. Ça, une banque arrive à comprendre. Lorsque je dis à une banque, j'ai des plateformes, moi-même je crée la demande, moi-même je crée l'offre, mais je vous dis que c'est exponentiel, ils sont perdus. Ils ne comprennent pas. Donc, je dois mettre mon argent là-dedans. Face à ce défi, les initiatives comme le concours Total Startup, Viso du salon Osiane et des accélérateurs tels que Nextcom offrent des solutions concrètes en soutenant financièrement ces entreprises en quête de financement. Nous proposons un accompagnement financier parce que c'est ça le besoin premier, on va dire, de ceux qui entreprennent. On n'accompagne pas des idées de projets, mais nous accompagnons des projets qui ont qui sont à un niveau suffisamment avancé en termes de développement. Donc, c'est principalement des projets digitaux. Nous vérifions d'entrée déjà, est-ce que c'est un projet qui vient résoudre un problème? Voilà. Et dans quel secteur d'activité, dans quel environnement? Est-ce que c'est un projet qui peut être répliqué et aussi, on regarde le potentiel. Est-ce que ça peut créer de la valeur derrière? Donc, le modèle économique est très important pour nous pour sélectionner un projet dans lequel on va investir, c'est-à-dire mettre de l'argent. Cet accélérateur de projet impose une exigence forte en matière d'intégration technologique et d'innovation. Il soutient des projets qui intègrent des solutions numériques et qui répondent aux défis locaux avec des idées novatrices. Il y a plusieurs projets que Nextcom a accompagnés. Il y a des petits projets, il y a des projets à fort potentiel. Mais vous comprenez que c'est toujours la question des critères qui nous intéressent. Ce qui nous intéresse, c'est la qualité, pas la quantité de projets. En termes de qualité, je peux dire 3 grands projets. Kebanagaz, c'est le projet accompagné par Nextcom. Voilà. Nous avons d'autres projets. Il y a un projet dans la fintech et un projet dans la biodiversité, on va dire, dans l'environnement. Pour que l'économie numérique prospère, les infrastructures sont un pilier essentiel. Des entreprises comme Silicon Connect, opérateurs d'infrastructures numériques, travaillent à la mise en place de réseaux modernes et fiables. Présent depuis 2020, Silicon Connect se distingue en tant que fournisseur d'accès Internet pour les entreprises congolaises. En investissant dans des infrastructures performantes, elle soutient le développement économique et contribue à renforcer la connectivité nationale. Il est vrai que l'écosystème en 2020 était pas encore très développé. Je pense que depuis 2021, depuis 2022, les choses ont beaucoup évolué. La fibre optique nationale aujourd'hui, c'est le socle de l'économie numérique. Parce que sans fibre optique, vous n'avez pas la 4G. Sans fibre optique, les communications seraient chères. Or, la fibre optique, elle permet justement de démonétiser tous les services numériques, de rendre l'Internet accessible et abondant, notamment pour les populations. Sur l'utilisation du backbone de fibre optique aérien national qui est opéré par Silicon Connect, le trafic ne fait qu'augmenter. En 2020, nous avions un réseau de 10 gigabits par seconde qui n'était pas très utilisé. On avait peut-être 1 ou 2 gigabits de trafic de nos clients. Aujourd'hui, ce trafic a été multiplié par plus de 50. C'est-à-dire qu'on a une très très forte progression depuis 2020 à maintenant. La bonne nouvelle, c'est qu'on sait exactement où aller. Parce que cette révolution numérique, elle est en marche. Elle a commencé ici et on le voit à travers des programmes comme la CNSS, la CAMU et d'autres programmes de digitalisation des procédures du gouvernement notamment. Tout ça va dans le bon sens. Face à cette dynamique, l'État congolais multiplie les efforts pour accélérer le développement numérique. Devant ce développement du numérique, l'État ne pouvait pas laisser, entre guillemets, les choses se faire en désordre. L'Agence de développement de l'économie numérique est chargée de veiller à un développement harmonieux de l'économie numérique dans ce pays. Et il faut mettre à l'actif du gouvernement de notre pays en relativement peu de temps. Nous avons mis en place un cadre réglementaire
pour préserver la sécurité des données. Nous avons donc la sécurité, c'est l'ANSSI, le développement, c'est l'ADENE. Nous avons le plan de couverture nationale qui définit l'usage sur toute l'étendue du pays. Nous avons le projet d'accélération de la transformation numérique. Le lancement de la 5G, une première en Afrique centrale, témoigne de cette ambition. Cette avancée technologique favorise l'émergence de nouvelles industries et de modèles d'affaires innovants, stimulant ainsi l'économie nationale. Les demandes sont croissantes dans le secteur qui ont nécessité techniquement d'accéder à cette technologie supérieure. Nous en tirons déjà des bénéfices et la demande en service va s'accroître puisque nous allons répondre à des besoins sur tous les plans. Dans la vie du quotidien, il était important que notre pays, plus avant d'autres même de la région, accède à cette technologie. Ces initiatives s'inscrivent dans une dynamique globale visant à moderniser les infrastructures, faciliter l'accès à Internet et instaurer un cadre réglementaire propice à l'innovation, nous dit Yves Ikonga, conseiller, chef du département télécom et économie numérique du président de la République. Nous construisons dans ce pays actuellement un data center qui a coûté plus de 72 millions de dollars. Un peu de retard, mais tout avance bien et nous allons bientôt voir cet ouvrage terminé. Donc ce sont là de gros efforts qui ont été déployés par le gouvernement. Le secteur du numérique, comme partout dans le monde, a créé plusieurs nouveaux métiers et généré des milliers d'opportunités qui aujourd'hui représentent des solutions aux problèmes de chômage pour les jeunes Congolais. De nombreux emplois dont les tâches sont répétitives vont disparaître. Et il y a là une grande opportunité. On peut s'asseoir et pleurer parce que des gens vont perdre leur emploi, mais on peut aussi se réjouir parce que les plus dynamiques d'entre eux vont trouver de nouveaux emplois en plus grand nombre, plus qualifiés, plus valorisants et donc plus rentables. Alors nous voudrions que le Congolais s'inscrive dans cette dynamique, que ces jeunes trouvent aujourd'hui, avec le numérique, une voie. L'économie numérique congolaise trace déjà des perspectives prometteuses, des politiques visionnaires de l'État aux investissements des opérateurs télécoms, en passant par l'engagement des jeunes entrepreneurs, le Congo s'affirme comme un acteur majeur du numérique en Afrique centrale. Le secteur du numérique en République du Congo est en pleine croissance. Elle contribue dans le PIB du pays. Cependant, malgré l'expansion de la couverture numérique et la construction des infrastructures, plusieurs défis restent à relever, tels que la digitalisation des services publics qui doit être accélérée pour stimuler davantage le secteur. Cela passe par le renforcement des compétences numériques à tous les niveaux. De retour sur ce plateau de Vox Business que j'ai le plaisir de partager avec Monsieur Luc Msidimbazi. Monsieur Luc, vous avez suivi ce document. Quels commentaires vous suscite ce document et quel état des lieux faites-vous de l'économie numérique ici en République du Congo? Au début du reportage, ce que j'ai compris, les gens sont perdus avec le terme économie numérique. Parce que c'est quoi une économie numérique? Ce n'est pas l'économie de l'industrie de la technologie. C'est une économie qui aujourd'hui touche les économies régaliennes traditionnelles qui sont portées aujourd'hui par les technologies. Donc, il faut faire très attention. L'économie numérique, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs on parle de l'économie numérique, c'est très vaste. Aujourd'hui, on parle de ce que j'ai compris dans le reportage, les gens confondent l'industrie technologique qui est portée par les infrastructures, les applications, les services, la sécurité sur le web, la vente d'équipements, des terminaux. Ça, c'est une industrie. Justement, Monsieur Luc, oui. À quel moment on parle de l'économie numérique? L'économie numérique, c'est pas que ça. L'économie numérique, c'est aussi l'usage de ces technologies dans les économies traditionnelles. Je prends l'exemple, par exemple, de l'économie forestière. Quand on accélère la traçabilité de notre bois à travers des outils numériques, on améliore les performances du secteur forestier. Quand je prends un autre exemple, si je prends la formation, je suis prêt à dispenser des cours à distance, je suis prêt à avoir une université virtuelle, je suis prêt à diplômer des gens sans qu'ils aient à se déplacer parce que les outils numériques
me permettent de dispenser les cours par ce mécanisme-là. C'est une partie de l'économie numérique. C'est ce que génère en fait l'usage des technologies dans le domaine de la formation. Et on peut aller partout. Il y a une économie numérique qu'il faut comprendre sous deux volets. Il y a le volet de l'industrie elle-même qui contient, comme je l'ai dit tout à l'heure, les télécoms, les applications, les services, les terminaux, tout ce qui est lié à cette économie. Elle représente plus ou moins entre 3 et 5% du PIB. Après, il y a l'effet d'avoir digitalisé, d'avoir mis des infrastructures. Je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a rappelé, qu'on est en très bonne, on est en bonne voie. Une fois qu'on a posé les infrastructures, une fois qu'on a mis la couche des applications, une fois qu'on a sécurisé, les gens viennent, les gens commencent à exploiter. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez eu un boom terrible ces 5 dernières années de l'utilisation des paiements par mobile. Et on parle de l'inclusion financière depuis des années. Mais cette inclusion financière, elle a été accélérée par le fait qu'on ait aujourd'hui une technologie qui passe via les téléphones mobiles pour pouvoir permettre aux gens d'échanger facilement. Et ça a même changé l'industrie bancaire parce que nous parlons d'instantanéité. Ensuite, vous avez peut-être des applications bancaires sur du banking. Et ça, c'est ce qui vient, en fait, c'est la plus-value de l'économie standard bancaire grâce aux technologies. Donc, il faut faire une distinction. Et puis, je veux revenir sur les efforts qui ont été faits. Vous savez qu'il y a encore 10 ans dans ce pays, on ne pouvait même pas utiliser nos smartphones avec les débits que nous avons. On a eu un boom parce qu'on a construit des infrastructures. Il y a eu un boom au niveau des applications. Il y a eu une pénétration du digital dans nos administrations. Vous avez la fonction publique qui a des applications qui gèrent des plateformes. Vous avez les finances, vous avez beaucoup entendu parler du compte unique du Trésor, du guichet unique de paiement. Ce sont des applications derrière qui font que nous ayons aujourd'hui cette réforme de niveau financier. Mais vous les avez aussi dans l'économie forestière, je l'ai dit tout à l'heure, vous les avez aussi dans la santé. Et aujourd'hui, l'administration, grâce à l'infrastructure, grâce aux technologies, commence à avoir des outils, mais ce n'est pas encore suffisant parce qu'il manque là peut-être des choses. Justement, Monsieur Luc, M. Dimbazi, en parlant de la digitalisation dans les administrations, le président de la République a demandé de digitaliser les administrations publiques. Nous avons salué cette orientation du chef de l'État et d'ailleurs nous félicitons cette décision puisque c'est quoi digitaliser les administrations publiques? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut faciliter la vie des citoyens. Premièrement, il y a 2 volets. Le premier volet, c'est comment je sers les citoyens. Comment aujourd'hui, les besoins, les services aux citoyens, l'état civil, les actes de vie, les situations liées avec l'administration sont automatisés. Ça permet d'abord, de faciliter la vie des citoyens, mais en même temps, au sein de l'administration, d'avoir une efficacité, de pouvoir alléger le temps de travail, diminuer la lourdeur de l'administration par les procédures. C'est très important parce que ça rend efficient l'administration et ça facilite la vie des citoyens. Le deuxième volet, c'est l'usage du digital dans l'administration. Nous avons beaucoup d'administrations publiques aujourd'hui, des agences, des EPIC, des EPA, nous avons des entreprises d'État qui aujourd'hui, quand leurs bilans sont encore en interne. Or, quand on va digitaliser, les services compétents pour le contrôle, pour la Cour des comptes, l'IGF et tout ce monde-là vont recevoir des rapports de ces administrations. Ça, c'est une chose. Quand on digitalise l'administration publique, on peut juste aller tracer l'usage des fonds de l'État. Cela a également un impact sur l'économie. Bien sûr qu'il y a un impact sur l'économie. Quand vous avez une entrée suffisante des impôts, vous faites beaucoup de choses pour la santé, pour l'éducation et pour le reste des activités de l'État. Mais un autre fait aussi quand on digitalise, c'est qu'on forme les gens. On permet aux gens d'être plus efficients, plus efficaces pour le travail qu'ils font pour l'État. Et la deuxième chose, c'est qu'on a la traçabilité. En plus d'avoir la traçabilité de notre acteur, il y a l'archivage qui vient en compte. Et puis, il y a des tableaux de bord. C'est tout un travail qu'il faut faire. Ça permet de prendre des bonnes décisions. Aujourd'hui, la guerre, l'information, c'est quoi? C'est la donnée que nous avons créée. C'est la donnée que nous créons même en enregistrant cette information. Imaginez-vous que les données de nos passeports, de nos identités, de cartes d'identité, de nos CAMU, de sécurité sociale, toutes ces informations, si on sait les traiter à travers des outils informatiques, ça permet à l'État d'avoir une visibilité et une perspective qui permettra d'améliorer la gouvernance, de prendre des bonnes décisions pour la population. Donc, c'est très important. Et quand le chef de l'État le dit, il sait à quoi s'attendre. Et donc, on a, nous, aujourd'hui, les acteurs du secteur, comme tous ceux que j'ai vus dans le reportage que j'ai reconnu, et les institutions, devons nous mettre maintenant au travail. Et l'autre élément qu'il faut dire,
grâce aux efforts qui ont été menés ces 10 dernières années par le gouvernement, nous avons d'abord commencé par, et je tiens à le rappeler, il n'y avait pas d'infrastructure. Quand il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de réglementation. Quand il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas d'acteurs. Quand il n'y a pas d'acteurs, il n'y a pas de business, il n'y a pas cette économie. Donc aujourd'hui, ces 10-15 dernières années, nous avons vu naître avant l'ARPSE, c'est la réglementation qui a commencé depuis 2008, début des années, fin des années 2000. Nous avons eu aujourd'hui la gouvernance qui a été mise en place. Vous avez l'ADN, l'ANSSI, qui est un organe super important, parce qu'aujourd'hui, c'est comme si nous sommes dans le monde naturel, normal, et nous n'avons pas de garde-fou, nous n'avons pas de force publique. Justement, et le gouvernement a fait ce travail. Oui, et c'est très important de le rappeler, puisque les taux qu'on donne, que le reportage dit, de pénétration, c'est-à-dire le niveau de croissance d'usage d'Internet, est passé de moins de 10% à plus de 50% en moins de 10 ans. Et parce qu'il y a un régulateur. Et parce qu'il y a une réglementation. Tout à fait. Récemment, vous avez eu des assises du numérique. Quelles sont les retombées de ces assises? Les assises du numérique que le ministre des Postes et Télécommunications a portées en avril dernier, d'ailleurs ça a duré plus longtemps, qui ont permis d'ailleurs de collecter l'information, faire un état des lieux sur l'ensemble du territoire avec un partenaire qui s'appelait Deloitte, et d'ailleurs même pratique et accompli, puisqu'il a été à l'organisation, ont permis aujourd'hui de sortir un nouveau schéma directeur pour l'économie digitale. Aujourd'hui, on a une autre stratégie qui aujourd'hui permet de traiter le problème du citoyen, du développement durable, du business et de la gouvernance. Donc, ces assises ont permis de réunir tous les acteurs, tous les utilisateurs de l'administration comme du secteur privé et des ONG. Et aujourd'hui, on a, grâce à ces assises, un chemin directeur, on va dire une nouvelle feuille de route pour les 5 prochaines années. Et c'est ce qui est très important. D'accord. Monsieur Missidi Mbazi, en parlant de l'impact sur l'emploi, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, beaucoup de postes sont en voie de disparition. C'est pas juste, parce que les postes sont menacés depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, quand vous prenez la transformation industrielle qu'on a connue avec le passage du charbon à tout ce qui est électricité, il y avait on appelle les mêmes conducteurs de train. C'est pas l'IA, c'est pas le numérique qui menace les emplois. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le temps? Il y a eu ce qu'on dit une adaptation des métiers. Les gens se sont reconvertis à des nouveaux métiers. Donc les métiers ne sont pas totalement menacés quand on sait que la technologie elle-même, elle crée des nouveaux métiers. Elle oblige les gens à s'adapter à des métiers qu'on n'avait pas. Data scientists, des gens qui gèrent par exemple les statistiques des données. On n'avait pas aujourd'hui des gens qui gèrent les électriciens, des machinistes à l'époque se sont transformés en informaticiens de l'industrie. Concrètement, quels sont les atouts du Congo en ce qui concerne le numérique? Beaucoup. Donc aujourd'hui, les atouts sont d'abord pour l'administration des performances améliorées. Donc pour l'administration, une meilleure gouvernance, une mise à disposition de données qui aident à la décision. Donc ça, ce sont des atouts considérables si on veut avoir un pays moderne. Donc l'impact, il est là. L'impact, il est économique. L'impact, il est aussi pour notre jeunesse. C'est quoi l'impact pour notre jeunesse? Elle est aujourd'hui celle qu'on appelle la génération Y. Et pourquoi? Parce que ces jeunes, ils sont nés dans le digital. Les métiers qu'ils vont rencontrer, l'analyse qu'ils vont avoir. Moi, j'ai des petits jeunes à pratique. Quand on leur donne un document, ils vont sur ChatGPT. L'intelligence artificielle leur donne tout. L'intelligence de demain, ça ne sera pas de savoir mémoriser, mais de savoir utiliser les technologies et de comprendre l'environnement dans lequel on les utilise. Mais est-ce que les jeunes Congolais essaient de tirer profit de l'intelligence artificielle ici en République du Congo? Votre regard en tant qu'acteur dans le numérique? Dans le divertissement, oui. Aujourd'hui, je pense encore une fois de plus, il y a quelques entreprises qui commencent. Mais vous savez, c'est un marché. Un marché, il y a l'offre et la demande. Et quand il y a l'offre et la demande, même si vous mettez à disposition les meilleures technologies, si en face de vous, celui qui en a besoin n'a pas suivi, ça servira à rien. Si vous digitalisez, par exemple, les requêtes des états civils et que les citoyens ne sont pas équipés parce que ça coûte cher, que les citoyens ne sont pas connectés parce que ça coûte cher, mais qu'est-ce qui va se passer? Ça ne marchera pas. Or, aujourd'hui, l'IA, dans le divertissement, ça marche. Dans les entreprises, on ne le voit pas, mais il y a beaucoup d'entreprises qui intègrent aujourd'hui les services IA pour des analyses et tout ce qui va avec. Après, l'IA, c'est très délicat parce qu'il y a un volet éthique qui est même dans tout ce qui touche le numérique. Il y a un volet d'éthique qu'il faut garder, qu'il faut encadrer. Et d'ailleurs, c'est pour cela que le gouvernement vient de lancer la commission de données à caractère personnel pour veiller à tous ces méfaits du digital. Aujourd'hui, on dit que l'éducation, la formation, c'est la base. Est-ce que vous, au niveau de pratique,
À côté du salon Osiane que nous connaissons tous, vous avez des formations que vous faites dans ce sens-là. Oui, on a plus qu'une formation. On a aujourd'hui un incubateur à l'université Mariam Gouabi. Nous accompagnons aussi l'université Denis Sassou Nguesso dans sa transformation digitale. Vous avez pu voir les inscriptions qui ont été faites en ligne cette année. C'est l'appui, le partenariat que nous avons pratiqué à l'université Denis Sassou Nguesso. Nous l'avons déjà avec l'université Mariam Gouabi sur la formation que nous dispensons à l'ensemble des enseignants et à tous chaque année, grâce à l'ARPCE qui vient en appui. Et aujourd'hui, nous avons, depuis que nous avons commencé avec le Puy, nous avons près de 3000 personnes formées. Si je prends Osiane, je prends le Puy, on est peut-être même à plus que ça. Oui, aujourd'hui, ça fait plusieurs années que vous existez en tant qu'acteur du numérique et en tant que pratique. En tant que pratique. Rien que le salon Osiane, le salon est déjà à sa 9e édition. Mais est-ce qu'on peut mesurer aujourd'hui l'impact? Ah oui. On peut mesurer l'impact. Est-ce que vous pouvez faire un bilan? Alors déjà, le salon, le premier que nous avons organisé en 2010, on était encore de la diaspora, on était des jeunes cadres en France et ailleurs. Nous avons fait le CINUC, c'était le premier salon qui avait réuni près de 1000 personnes. C'était déjà un très grand salon. Il y avait le premier de l'époque qui était venu et nous avons eu des résultats directs puisque ce salon avait permis de créer des formations, de mettre en place aussi, de participer aux discussions avec la Banque mondiale qui a donné naissance à l'ARPCE aujourd'hui. Ça, c'est il y a 10 ans, depuis 10 ans, en 2008, je parle déjà, on était déjà même avant ça. Et le salon est arrivé en 2010. Nous, le salon Osiane, il y a eu avant le salon de l'étudiant, le CIPEC. Le CIPEC a tenu 7 ans, a envoyé près de chaque année avec des bourses pour une dizaine d'enfants, d'étudiants qui aujourd'hui reviennent et on les voit dans les entreprises. Je pense que sur 7 ans, on a pu comptabiliser près de, on va dire, plus de 50 étudiants qui sont partis aujourd'hui et qui sont revenus, qui travaillent. On les connaît, on les croise tous les jours dans les entreprises. Pour le salon Osiane, c'est l'attractivité de notre pays. Vous voyez, aujourd'hui, vous avez Canal Box. Mais Canal Box, c'est né à Osiane. Aujourd'hui, vous avez le Paten. Le Paten a été discuté à Osiane. Nous avons les 100 millions de dollars, c'est parce que nous avons tenu Osiane. Nous avons eu aujourd'hui la première plateforme des agences du numérique qui ont permis l'accélération de la mise opérationnelle de l'ADN. En Afrique centrale, on n'avait jamais attiré autant de financement pour nos startups. Quand la RDC, le Gabon, le Cameroun, Sao Tomé, le Burundi, aujourd'hui ont fédéré autour d'Osiane leurs startups, ça génère des capitaux nouveaux. Nous avons Proparco, la FD qui viennent. Et ces startups, on les voit, parce que quand on va à Francotech, ils sont en train de signer. Vous avez le dernier exemple avec Noki Noki, la levée de 3 millions de dollars. Mais Noki Noki est passé aussi là, par Osiane. Et au niveau institutionnel, c'est le crédit qu'on a donné à notre pays. Donc on peut dire que le bilan, il est positif. Le bilan n'est pas négatif, sinon on ne continuerait pas. Et je pense qu'aujourd'hui, on est sur la bonne voie. On espère aller plus au-delà de 10 ans. D'accord. Monsieur Luc, nous tenons tout lentement et sûrement à la fin de notre entretien. Récemment, le Congo, par un opérateur de téléphonie mobile, a lancé la 5G. Comment cette 5G profite, selon vous, aux Congolais et surtout aux administrations publiques? Alors, il faut saluer ce progrès technologique. Les citoyens ne vont pas peut-être se rendre compte directement, mais l'industrie, oui. Parce qu'il y a des applications qu'on ne peut pas aujourd'hui utiliser avec la 4G. Il y a des applications qui nécessitent plus de vitesse, plus de volume, plus d'interaction avec d'autres applications. Et la 5G est un progrès significatif. Comment ça sert? Mais parce qu'on va multiplier les services. On va multiplier aujourd'hui, c'est pas seulement la connectivité, mais ça va permettre d'avoir des applications souvent dans les industries que nous n'avons pas et de multiplier l'usage de ces applications. Il faut le prendre avec beaucoup de fierté parce que nous avons même si j'aime pas les concepts de premier, meilleur, mais quand même en Afrique centrale, quand on a une 5G, ça veut dire que les gouvernements ont étudié l'attribution de la licence, la faisabilité de la chose, c'est une bonne gestion de nos fréquences, c'est-à-dire qu'on a des bandes de fréquences qui permettent aujourd'hui de faire ces technologies, c'est-à-dire qu'on a l'équipement. Ce qu'on ne voit pas, c'est que l'opérateur qui a lancé la 5G, je ne sais pas si je dois le citer, mais MTN Congo par exemple, il a employé des gens, il a payé une licence, il a acheté les équipements, il a formé des gens et il déploie sur le territoire des services. C'est là l'économie numérique dont nous parlons tout à l'heure. Ça veut dire que là, on a aussi une valeur ajoutée dans notre économie, d'abord du numérique et dans l'économie numérique de façon générale. Pour vous, quels seraient les défis prioritaires à relever pour que le numérique contribue largement à l'économie du Congo? Les défis, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il faut continuer de déployer les infrastructures. Il faut former des gens pour avoir ces applications. Donc ça, c'est le premier défi. Le deuxième, c'est que dans tous les pays du monde,
l'économie, le numérique, l'usage et de services digitaux ont souvent été portés par l'administration publique. Donc, il faut accélérer la digitalisation de l'administration publique, comme l'a souhaité le chef de l'État. Merci, Monsieur Luc Missidi Mbazi. Avant votre mot de fin, avec votre regard d'acteur engagé dans le numérique, que représente le numérique pour le Congo? Il représente une belle opportunité pour nos jeunes, cette génération qualifiée de génération Z. Ce sont des vraies opportunités. Pour le pays, ça donne l'opportunité d'être visible à l'international. La visibilité internationale vous donne de la crédibilité, vous donne de la possibilité d'attirer vers vous des partenaires solides pour le développement, investisseurs et tout. les investisseurs, mais aussi de la notoriété. La notoriété vous place à un niveau dans la société mondiale. Et donc aujourd'hui, moi je crois au numérique, je crois que c'est un accélérateur de développement, en plus d'être accélérateur de développement, de changement aussi de l'humain qui va aider ce changement. Merci Monsieur Luc Missidi Mbazi. Après tout ce qui a été dit, peut-être que vous avez quelque chose à ajouter, un message, sinon un mot à adresser à l'endroit des téléspectateurs qui vous suivent en ce moment. La première chose, c'est peut-être pas un mot aux téléspectateurs, mais à vous, de féliciter Vox Business de faire du numérique une priorité dans vos sujets. Et ça, je le salue et vous félicite pour cela. La deuxième chose, c'est surtout d'inviter les gens à venir à Osiane. Vous savez qu'aujourd'hui, ce salon est devenu une référence en matière de développement numérique et tout ce qui touche les technologies, la tech. Inviter les startups à participer, puisqu'il y a un gros prix de 15 millions de francs CFA, comme chaque année d'ailleurs. Et donc, je vous invite tous à venir à Osiane du 12 au 16 mai au Palais des Congrès. Et si vous me permettez, je ne peux pas passer sur un tel studio et une belle émission sans saluer ceux qui nous permettent de réaliser tout ce que nous réalisons aujourd'hui, que ce soit de secteur public ou ONG. C'est d'abord mon chef, monsieur le Premier ministre, le chef du gouvernement, monsieur Kony Makosso, qui nous facilite, qui nous accélère, facilite de réaliser toutes ces choses. Il y a aussi le ministre des Postes et Télécommunications. Ça veut dire que depuis qu'on a commencé l'Osiane, il est toujours là avec nous. Merci Monsieur Luc Missidi Mbazi. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je rappelle que j'ai eu, dans le cadre de cette émission consacrée à l'économie numérique, Monsieur Luc Missidi Mbazi, promoteur du salon Osiane. Il est également le président du FASUS et surtout le conseiller chef de département télécom et numérique du Premier ministre. Je vous donne donc rendez-vous au prochain numéro et bonne suite de programme sur Vox TV. Votre magazine Vox Business vous a été offert par Bank of Africa Congo. Bank of Africa, la force d'un groupe, la proximité d'un partenaire. NC Assurance, l'assureur officiel du magazine Vox Business. Il était une fois une banque, née des cendres du crédit pour l'agriculture, l'industrie et le commerce. Cette banque, c'est LCB Bank. Un partenaire dévoué au service du particulier, des professionnels et des entreprises. Dynamique au sein du marché bancaire congolais par le financement de plusieurs projets, la concrétisation de nombreux rêves. Grâce à l'arrivée de Bank of Africa, un groupe bancaire panafricain implanté dans 19 pays de l'Afrique subsaharienne, LCB Bank bénéficie d'une nouvelle organisation, des nouveaux produits adaptés à tous les segments de sa clientèle, l'élargissement et la rénovation de ses espaces de vente, offrant un cadre idéal et accueillant, permettant d'effectuer en toute sécurité diverses opérations, étant assuré d'un service de qualité. LCB Bank devient Bank of Africa Congo, une nouvelle aventure africaine orientée vers un avenir radieux. Rassurant et prospère. Bank of Africa, la force d'un groupe, la proximité d'un partenaire.